Salut, c'est Clément. Cette année, via mon parcours universitaire, j'ai eu l'occasion de mener une recherche scientifique sur la connexion quantique, dans laquelle je me suis intéressé plus particulièrement à deux effets potentiels de la connexion quantique. Un effet sur l'anxiété sociale, la phobie sociale, ou plutôt un effet sur les émotions en contexte d'interaction sociale. Et en parallèle de ça, j'ai voulu tester la capacité de la connexion quantique à créer une relation plus forte plus rapidement, à booster l'intimité dans dans une interaction, tout simplement. Et tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de cette expérience concernant les émotions d'abord, concernant un potentiel. En gros, la question, c'est est-ce que la connexion authentique pourrait être un potentiel outil thérapeutique concernant l'anxiété sociale et la phobie sociale. Et dans une autre vidéo, je me focaliserai plus sur la création d'intimité. Et donc, pour vous présenter tout ça, je vais tout simplement vous partager mon rapport de TER. TER, c'est-à-dire c'est écrit d'ailleurs travail d'études et de recherche. Donc, j'ai appelé le rapport Effect of Authentic Relating on Intimacy, donc l'intimité, and Emotions. Tout simplement. On va regarder juste brièvement le sommaire. Donc là, c'est toute une partie d'introduction, de définition de la connexion authentique. Là, je parle un peu de pourquoi on s'attend à avoir des effets. Et ensuite, la méthodologie, ça c'est important. Donc la méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? On a réuni deux groupes. Alors, toutes les participants étaient des participantes, il n'y avait que des femmes. Pourquoi? C'est parce que sinon, on peut dire, ah, mais c'est peut-être que l'effet est dû au fait qu'il y avait une femme avec un homme, ou etc. Ou alors, enfin bon, bref, c'est pour limiter les potentiels effets de variation de telle sorte qu'on peut se dire que les différences qu'on observe sont vraiment dues à la connexion authentique et pas à autre chose. Donc, on avait 14, 14 étudiantes, 14 étudiants en psychologie, et on les a séparés en deux groupes. Un de ces groupes pratiquait la connexion authentique via l'exercice du je remarque que, ou le jeu de je remarque que. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit, chacun son tour, de regarder ce qui se passe en soi et d'exprimer soit une émotion, je remarque que je me sens enthousiaste, soit une sensation physique, je remarque que j'ai une tension au niveau de l'épaule, soit une pensée, je remarque que je suis en train de penser à tel truc. Donc la première personne va partager ça et la deuxième personne, elle va regarder ce que ça lui fait que la personne numéro un vient de lui partager ça. Elle se demande, qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça? Et donc, elle va répondre, en entendant ça, je remarque que, et l'un de ces trois trucs, et ensuite, ça va de nouveau être la première personne qui va dire, en entendant ça, je remarque que, etc. Ça, c'est pour la partie connexion authentique. Pour la partie condition contrôle, on appelle ça condition contrôle, c'est-à-dire plus ou moins le placebo, si vous voulez. Et dans cette condition de contrôle, en fait, on a repris la condition de contrôle d'une expérience très célèbre de Aaron. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne, qui doit être page 30 de mémoire. Voilà. Donc, Aaron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des questions un peu banales de la vie de tous les jours. Vous voyez, à quand remonte la dernière fois que vous avez marché plus d'une heure? Où êtes-vous allé? Qu'est-ce que vous avez vu? Quel a été le meilleur cadeau que vous ayez jamais reçu? Si vous deviez quitter, alors ça c'est moi qui ai changé bien sûr, l'Alsace. Si vous deviez quitter l'Alsace, où iriez-vous? Qu'est-ce qui vous manquerait le plus, etc. Donc on voit que c'est des questions relativement banales. Quelle était votre impression de l'université la première fois que vous êtes venu? Etc., etc. Donc, en gros, là, dans cette condition-là, ce que font les participants, c'est que chacun leur tour, donc il y en a un qui tire une question, et ensuite, il y répond, et c'est ensuite à la deuxième personne de répondre. Donc là aussi, on a quelque chose de chacun son tour, mais plus une partage de faits, une partage d'éléments factuels, un partage d'éléments factuels assez banal. OK? Et donc l'idée, c'est qu'on les laissait pour les participants de connexion authentique, pratiquer le je remarque que pendant 45 minutes. Et pour les participants de la condition contrôle, les participantes de la condition contrôle, on les laissait répondre à des questions pendant 45 minutes. Alors maintenant, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Donc ça, c'est les résultats de l'intimité, ça, c'est les résultats euh, des émotions. Alors, déjà, juste avant de commencer, on voit que là, il y a
original data et corrected data. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, quand parfois il arrive quand on fait des expériences qu'un sujet répondent ou aient des scores qu'on appelle aberrants, c'est-à-dire des scores vraiment extrêmement en décalage avec les autres scores. Le truc un peu de base, c'est imaginer une expérience où on mesure le temps qu'une souris met pour aller d'un point A à un point B. Ben, imaginez qu'elle reste paralysée et qu'elle ne bouge pas pendant 10 minutes. Eh ben, forcément que si vous prenez son temps, le moment où elle finira par arriver, forcément que si vous prenez son temps en compte, ça va biaiser énormément les résultats parce que toutes les souris mettront 1 minute, 1 minute 10, 1 minute 20, etc. Puis il y a une souris qui met 10 minutes ou qui met 1 heure, encore pire, si elle reste paralysée, ben forcément que ça fausse tous vos résultats. C'est ce qu'on va qualifier. On va qualifier ça de résultat aberrant. Et d'un point de vue technique, euh, si vous savez ce que c'est l'écart type, on considère qu'un résultat est aberrant quand il s'écarte de la moyenne de plus de 2 écarts types. Donc, ça veut dire que c'est trop improbable que ce résultat-là soit considéré comme normal, pour que ce résultat-là soit considéré comme normal. Donc, on va pouvoir tout simplement regarder les résultats sans ce résultat-là. Regardez comment est-ce que ça impacte les résultats si on retire ce résultat. Et donc, original data, c'est parce que nous, on avait un sujet qui avait des résultats qu'on pourrait qualifier de à peu près aberrants. Et donc, on a regardé original data, c'est ce sujet inclus. Corrected data, c'est ce sujet exclu. PANAS, c'est le nom du questionnaire qu'on a utilisé. Donc, c'est en cet instant, je me sens stressé et tu dois répondre de, je sais plus, de 1 à 7, c'est ça le PANAS, je sais plus. Non, de 1 à 5. De 1 à 5, c'est ça, tu dois répondre de 1 à 5. 1, je ne me sens pas du tout stressé, par exemple, et 5, je me sens totalement stressé. Et tu dois faire comme ça pour 20 émotions différentes, 10 émotions positives, 10 émotions négatives. Ensuite, tu fais la moyenne de tout ça. Et donc là, PANAS Positive Emotions, c'est pour les émotions positives. Donc, je me sens enthousiaste, je me sens joyeux, je me sens, je sais pas, intéressé, ce genre de choses. Là, on voit qu'on a before, after. Donc avant la connexion authentique ou avant le jeu et après le jeu. Et en bleu, on a AR, c'est Authentic Relating, donc connexion authentique. Et CTRL, c'est condition contrôle. Donc globalement, le placebo. On voit que pour les émotions positives, entre avant le jeu de condition contrôle, les questions qu'on a vues là, entre avant et après, leur niveau d'émotion positive est resté le même. Donc, pratiquer ce jeu, ça n'a pas changé, ça ne leur a pas donné plus d'émotions positives. Alors que pour la connexion authentique, on voit que leur niveau d'émotion positive a augmenté à la suite de la pratique de la connexion authentique. Et on voit que dans les données corrigées, de la même manière, les contrôles n'ont pas bougé. Forcément, c'est le même groupe de sujets. Et là, on voit que c'est encore plus fort l'augmentation des émotions positives. Donc, ce qui sous-entendrait que la condition placebo, voilà, on a bien montré que la condition placebo n'impactait pas l'émotion. Par contre, la connexion authentique semble donner issue à plus d'émotions positives. C'est-à-dire, à la suite d'une interaction en mode connexion authentique, les gens ressentent plus d'émotions positives qu'avant. Ensuite, pour la partie émotions négatives, donc c'est le même contexte, c'est 10 émotions et on fait la moyenne de ces 10 émotions. Et on voit que là, pour la condition contrôle, l'émotion négative diminue. Donc, à la suite de simplement un échange factuel, réponse à des questions, l'émotion négative diminue. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que via la connexion authentique, l'émotion négative diminue encore plus. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que ça passe de 1,65 à 1,50, quelque chose comme ça. Là, on passe de 1,80 à 1,50. Je crois que la variation est encore plus grande. Et dans les données corrigées, on voit qu'une nouvelle fois, cette variation est accentuée. Donc, ça diminue encore plus les émotions négatives. Ce qui veut dire que si on prend juste, peu importe, si on prend cette dynamique-là,
on voit que quand on compare à une condition de contrôle, notre condition de contrôle fait que il y a pas, les gens ne se sentent pas mieux, ne se sentent pas plus chargés en émotions positives à la suite de l'interaction, alors que via la connexion authentique, les gens se sentent plus chargés en émotions positives. Et pour ce qui est des émotions négatives, la condition de contrôle, donc le fait de partager des choses sur soi avec quelqu'un diminue certes les émotions négatives, mais le fait de partager en mode connexion authentique diminue encore plus les émotions négatives. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter ça? Comment est-ce qu'on va plutôt expliquer le fait que la connexion authentique, suite à une interaction en mode connexion authentique, les gens globalement se sentent mieux, quoi. Ils ont passé du temps en interaction avec un inconnu, là en l'occurrence avec une inconnue, et à la suite de ça, ils se sentent mieux que dans une condition placebo. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Alors, on a proposé 3 explications euh, voilà, pour comprendre en gros pourquoi est-ce que la connexion authentique semble marcher pour euh, se sentir mieux en interaction sociale. Donc, on peut supposer pour diminuer l'anxiété sociale, pour diminuer la phobie sociale et donc, sur une pratique à long terme, pour potentiellement guérir cette anxiété sociale, cette phobie sociale, ou en tout cas la réduire à un stade où elle ne pose plus problème. Alors, pourquoi est-ce que la connexion authentique semble marcher? Le premier concept, c'est celui de, en anglais, affect labeling. Donc, label, c'est mettre une étiquette. Et affect, ben, c'est les affects, donc les émotions. Donc, l'idée, c'est voilà, mettre des étiquettes sur les émotions. Alors, il y a une étude qui avait été faite par, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Affect labeling. Lieberman, voilà, par Lieberman, dans laquelle il a pu montrer que le fait de mettre des mots sur les émotions, donc il demandait à des personnes globalement de réfléchir à ce qu'ils ressentaient face à des photos. On leur montrait des photos un peu trash, des trucs négatifs, et ils devaient mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que mettre des mots sur les émotions, ça diminue la réaction de l'amygdale à des stimuli négatifs. Donc l'amygdale, ce n'est pas celle qu'on a dans la gorge, hein, c'est l'amygdale qu'on a dans le cerveau, qui est, j'en ai déjà parlé dans un certain nombre de vidéos, l'amygdale, c'est globalement celle qui signale, qui provoque une réaction de peur. C'est celle qui va interpréter la réalité et déclencher une réaction de peur dans le corps pour qu'on enregistre cette réalité comme attention, il faut faire attention à ça, attention, il faut éviter ce genre de situation. Et donc en mettant des mots sur les émotions, la réaction de l'amygdale face à des stimuli négatifs, donc là face à par exemple des photos choquantes, des scènes choquantes, diminue. Donc les gens en gros sont moins impactés négativement par des scènes qui sont pourtant négatives quand ils peuvent mettre le mot sur l'émotion, quand ils peuvent verbaliser l'émotion. Or là, dans le jeu de connexion authentique, il y a une expression de cette gêne, par exemple, puisqu'ils ne se connaissent pas, ils sont tous les deux inconnus l'un pour l'autre, et ils sont amenés à dire « je remarque que je ressens, blablabla ». Et donc, ça va les amener très souvent à dire « je remarque que je me sens un peu gêné, je remarque que je me sens un peu timide, je remarque que je ne sais pas trop quoi dire, je remarque que j'ai peur d'être vu comme nul ou je ne sais quoi ». Et donc, les participants vont mettre des mots, ou les pratiquants de la connexion authentique vont mettre des mots sur ce qui les gêne, sur ce qui leur fait peur dans le cadre de l'interaction sociale. Et donc, ça va permettre de diminuer, enfin, ça va permettre, on n'a pas testé, on n'a pas fait de IRM, mais on peut déduire de cette première étude que probablement mettre des mots sur ce qui se passe dans cette interaction sociale et qui peut être gênant, ça va permettre de diminuer la réaction de l'amygdale, donc de diminuer le sentiment de peur dans le cadre de cette interaction sociale. Et bien sûr, pour vérifier ça, il faudra pratiquer la connexion authentique en ayant les deux personnes dans un IRM, tout simplement, pour pouvoir le vérifier. Mais voilà, on peut deviner assez fortement qu'on obtiendra les mêmes résultats parce que c'est le même mécanisme qui est en jeu, c'est-à-dire le fait de mettre une étiquette sur les émotions. Mécanisme qu'on retrouve aussi dans la méditation, sauf que dans la méditation, on le fait à l'intérieur de soi, alors que là, dans la connexion authentique, on l'exprime à l'autre.
Et l'exprimer à l'autre, on va voir que ça va avoir tout son intérêt. Parce que, deuxième point, on va exprimer à l'autre nos vulnérabilités et l'autre va réagir. Alors, 99% du temps, dans le cadre d'un partage aussi intime, va réagir en le recevant bien, en l'accueillant, en disant ah, bah, par exemple, si une personne dit je remarque que je me sens un peu timide, bah, souvent la personne va répondre ah, bah, moi aussi, j'ai l'impression que je ne sais pas trop quoi dire, ah, moi aussi, ou ah ouais, je comprends, ça fait un peu bizarre, on ne se connaît pas, etc. Et donc, il y a une personne qui va exprimer son émotion et la deuxième personne va soit valider cette émotion en disant bah, moi aussi ou en disant je comprends, soit elle va bah, justement en disant je comprends ou en l'accueillant, elle va montrer qu'elle comprend cette émotion-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle des comportements validants. C'est-à-dire, je valide que c'est OK que tu te sentes comme ça. Et par exemple, quand on regarde les travaux de DBT, donc en français, c'est thérapie comportementale dialectique, ce qu'ils ont pu observer, c'est que une des grosses sources de problématiques sociales, c'est les comportements invalidants de l'environnement. L'environnement, ça veut dire les parents, les amis, etc. Donc, en particulier les parents, quand je sais pas, on est enfant et qu'on ressent une émotion négative et que les parents disent non, bah, je sais pas, faut pas pleurer, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, ce genre de truc, ou alors tout simplement vont engueuler un enfant quand il se sent triste ou etc. Donc, ça va être qualifié de invalidant et ça va générer beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de frustration et à terme bah, de comportement d'évitement. Je vais éviter les situations où je risque de ressentir des émotions. Et là, le fait d'exprimer ces émotions et que ces émotions soient validées, eh bien, ça va apaiser, il semblerait que ça va apaiser cette peur assez rapidement, en fait, puisque là, c'était 45 minutes les interactions. Troisième, ah oui, puis on pourrait rajouter un point là-dessus, c'est que si on va un peu plus dans le détail, je ne sais pas si je les ai là, les détails des. On va regarder. Feeling understood, donc sentiment d'être compris. Épreuvage, je me sens proche. Nanana. Mon partenaire m'a compris. Voilà, mais j'ai pas le. Bah non, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait pas de différence. OK. Donc, je vais vous faire brièvement. On a une échelle. Une échelle, ça veut dire qu'il y a plusieurs questions qui sont réunies ensemble pour faire un score. C'est cette échelle-là qui est feeling understood, c'est-à-dire sentiment d'être compris. Et cette échelle-là, elle contenait plusieurs items, dont, ben, logiquement, mon partenaire m'a compris. Et il y en avait un autre qui était mon partenaire m'a réellement écouté. Et pour cette question-là, j'essaie de réfléchir pour ne pas utiliser trop de termes techniques. Pour la question « mon partenaire m'a vraiment écouté », tout le monde répondait « oui ». Oui, c'est une échelle qui va de 1 à 7. Tout le monde répondait 7, 6 ou 7. Mon partenaire m'a vraiment écouté. Et donc, que ce soit dans la condition contrôle ou dans la condition connexion authentique, tous les deux considéraient que leur partenaire les a vraiment écoutés. Sauf que, quand on regarde cet item-là, un item, ça veut dire une question. Quand on regarde cet item-là, mon partenaire m'a compris. On voit que dans la condition contrôle, les participants se sentaient beaucoup moins compris que dans la condition connexion authentique. Alors que pourtant, dans les deux, ils disent bah oui, il m'a très bien écouté. Mais dans un, il dit il m'a très bien écouté et il m'a totalement compris. On voit que là, on est à 6,5. Et dans l'autre, il répond bah, il m'a totalement écouté, mais il ne m'a pas vraiment compris. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, non, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans l'explication là tout de suite parce que ça va être plus sur la vidéo sur l'intimité. Mais ce qui est intéressant de souligner là, c'est que en effet, via la connexion authentique, les personnes se sont senties beaucoup plus compris dans leur émotion et donc ça peut expliquer pourquoi l'émotion a été perçue comme moins grave et donc elle s'est dissipée. Donc ça peut expliquer pourquoi la baisse d'émotions négatives est supérieure dans le cas de la connexion authentique par rapport à la condition contrôle. Maintenant, un troisième angle d'approche qui permettrait d'expliquer pourquoi
la connexion authentique semble permettre de réduire l'anxiété sociale, semble permettre de réduire les émotions négatives en interaction et d'augmenter les émotions positives en interaction, c'est la notion de comportement de sécurité. Alors ça, c'est une étude qui avait été réalisée par Pikirio, où ce qu'il disait, c'est que les personnes anxieuses vont avoir plein de comportements de sécurité, c'est-à-dire ils vont éviter de rentrer dans des situations sociales parce que ils pensent que ça va confirmer qu'en effet, ils sont bizarres, qu'en effet, les gens ne les apprécient pas, qu'en effet, je sais pas, les filles ne les aiment pas. Ça va leur confirmer ça. Et donc, pour éviter que ça leur confirme leurs croyances négatives, eh ben, ils vont tout simplement éviter la situation. Or là, dans la connexion authentique, on va être amené à partager des éléments comme bah, je remarque que je me sens timide. Donc, ou je remarque que j'ai la pensée, tu m'apprécies pas, ou je remarque que j'ai la pensée, elle doit trouver que je suis nul, ou elle doit trouver que je suis pas intéressant, ce genre de choses. Okay, dans l'exercice de connexion authentique. Donc, ça va amener à directement verbaliser notre croyance, verbaliser notre peur, et la personne va répondre à cette peur. Donc, en gros, je vais m'exposer à ce dont j'ai peur, c'est-à-dire la confirmation qu'en effet, elle me trouve bizarre, qu'en effet, elle ne me trouve pas intéressant, ou je ne sais quoi. Donc, au lieu de fuir, parce que le problème, c'est que si tu fuis, eh bien, quelque part, tu n'as jamais la vérification que c'est vrai ou pas. Et donc, ça renforce ta croyance parce que tu peux, en gros, rester dans ton monde et te dire, ouais, voilà, je sais que c'est vrai, etc. Alors que là, via la connexion authentique, les gens vont exposer leur gêne, vont exposer les trucs qui les perturbent et l'autre va pouvoir réagir. Et l'autre, dans 99% des cas, il va réagir de façon positive. Ce qui fait que les participants vont exposer quelque chose qui est vraiment proche de leur cœur, qui est vraiment intime pour eux. Ils vont exposer une peur et ils vont voir à 99% du temps que c'est bien reçu. Qu'au contraire, la personne va dire bah non, pas du tout, je trouve que tu es un mec sympa ou je ne sais quoi. Et donc, ça va, comment dire, ça va leur permettre de directement exposer leur vulnérabilité, de faire face au monstre, pour reprendre la métaphore de Jung. Et en cela, comme ils expriment leur peur et que ça se passe bien à 99% du temps, ça va les rassurer sur le fait qu'en fait, peut-être qu'il y a moins de danger que ça à être en interaction sociale. Ça rejoint un mode de thérapie qui a fait ses preuves très largement, qui est la thérapie par exposition. Donc, je vais m'exposer à ce qui me fait peur et le fait de constater que ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais, eh bien, ça va réduire la peur. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi via cet exercice de connexion authentique, les gens ressortent en ressentant beaucoup moins d'émotions négatives, et aussi parce qu'on peut penser qu'il y a de la fierté, parce que aussi, on va le voir dans l'autre vidéo, parce qu'il y a plus d'intimité créée, eh bien, ils vont en ressortir en ayant déjà moins d'anxiété, mais en plus de fierté, plus de sentiment d'être proche des autres, d'avoir réussi quelque chose, ce qui va faire que, eh bien, tout simplement, ça va être un premier pas vers le fait de combattre cette anxiété sociale ou cette phobie sociale, parce qu'ils vont pouvoir se dire, puisque j'ai déjà réussi une fois que ça s'est bien passé, si je le ferai plus, eh bien, ça va se passer de plus en plus bien. Et donc, c'est un troisième élément qui permettrait de supposer, alors pour vérifier ça, il faudrait prendre des gens qui souffrent vraiment d'anxiété sociale et le faire plus d'une fois. Là, c'était une fois 45 minutes, il faudrait faire ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois et voir comment ça impacte leur niveau d'anxiété sociale. Mais en tout cas, c'est 3 angles d'approche qui permettent d'expliquer pourquoi il y a cette différence d'émotion qu'on a vue là et qui permettent de supposer très fortement que la connexion authentique pratiquée régulièrement permet d'affronter directement l'anxiété sociale ou la phobie sociale et donc permet à long terme de, si ce n'est guérir, au moins de dépasser cette anxiété sociale. Mais pour ça, bien évidemment, pour le confirmer scientifiquement, il faudra faire une étude qu'on appelle plus longitudinale, c'est-à-dire une étude sur une durée plus grande et, et avec des outils qui mesurent par exemple directement l'anxiété sociale. Là, on a mesuré indirectement via l'émotion qu'ils ressentaient, mais il faudrait sélectionner des outils qui mesurent directement l'anxiété sociale et prendre des participants qui souffrent d'anxiété sociale, qui sont à un stade où, comment dire,
où ils ont été, entre guillemets, diagnostiqués comme souffrant d'anxiété sociale. Mais en tout cas, les résultats de cette première expérience semblent aller fortement dans le sens du fait que la connexion authentique serait en effet un très bon outil pour traiter l'anxiété sociale et la phobie sociale. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers dans laquelle on travaille à fond la connexion authentique. Il y a notamment 6 sessions de 2h30 de connexion authentique en groupe échelonnées sur 3 mois. Et en parallèle de ça, vous travaillez la connexion authentique en binôme avec les autres membres de l'école des guerriers de telle sorte que vous allez pouvoir développer les compétences liées à la connexion authentique et en recevoir les bénéfices très rapidement. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.